Les pays sous-développés dans le monde ont la possibilité de sortir de cette situation. Il convient pour ce faire de développer pour ces pays certaines dispositions d'autres pratiques. De quoi s'agit-il réellement? Est-ce des étapes à respecter pour sortir du sous-développement en vue d'amorcer leur développement financier et économique, culturel et même social? Clairement, le sujet du jour est comment faire pour sortir du sous-développement. Notre expert en intelligence économique, M. Nozon Faustin, va encore nous entretenir dans ce tout autre numéro de gestion de l'économie mondiale. Bonsoir et bienvenue. M. Nozon, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue encore. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous êtes par ailleurs administrateur général des services financiers option Trésor, expert en gestion de balance ou de la balance des paiements, expert évaluateur national formé par le GAFA en collaboration avec le GAFI, directeur général de Presam Group, une structure de recherche opérationnelle en économie fondamentale et appliquée. Alors aujourd'hui, nous parlerons, comme on l'a dit, du sous-développement, comment faire justement pour sortir du sous-développement. Mais qu'est-ce qu'un pays sous-développé? Merci, madame. Un pays sous-développé, c'est un pays dont le développement économique, social, culturel est inférieur à celui d'un pays développé. Voilà ce que c'est qu'un pays sous-développé. Alors, les pays sous-développés ont été classés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dans la catégorie des pays les moins avancés, donc les PMA. Les PMA sont au nombre de combien? Et si ma mémoire est bonne, les PMA sont au nombre de 46. On les trouve où, précisément? On les trouve principalement en Afrique, et puis en Asie, et dans certains pays du globe. Ils sont un peu partout. Alors, on aimerait comprendre à quel moment on dit qu'un pays est sous-développé. Ou l'inverse également. Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, dans la définition, effectivement. J'ai dit qu'un pays est sous-développé lorsque le niveau de développement économique, social et culturel est inférieur à celui d'un pays développé. Bien évidemment, le pays développé, c'est un pays qui est considéré comme étant mature. C'est un pays au niveau duquel l'investissement est abondant. C'est un pays qui va vers le plein emploi des facteurs de production. C'est aussi un pays dont le niveau du solde du commerce extérieur est très important. En même temps, on reste dans cette même veine. La différence des niveaux de développement est due à quoi? Il y a plusieurs facteurs. Ok, lesquels? Lorsque vous prenez un pays sous-développé, nous avons d'abord la pauvreté. C'est ce qui caractérise les pays sous-développés. Et puis au-delà de cette pauvreté, nous avons aussi la corruption, malheureusement. Et elle est beaucoup présente dans les pays sous-développés. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas présente dans les pays développés, mais les deux formes de corruption ne sont pas du tout comparables. Et puis le pays sous-développé, c'est un pays dont la production nationale est très faible. Et c'est vrai que ces pays sous-développés sont caractérisés généralement par des taux de croissance importants. Mais ce qu'on constate, malgré ce taux de croissance important, nous avons un PIB par habitant qui malheureusement est très faible. Et donc la pauvreté est vraiment démise dans ces pays. Est-ce qu'il peut y avoir des raisons d'ordre historique? Oui, il y a des raisons d'ordre historique. Et vous savez que les pays africains, par exemple, ont subi ce qu'on appelle la traite négrière. D'aucuns disent que nos bras valides sont partis en Europe, aux États-Unis, et dans les pays développés. Et cela ne veut pas dire que nous qui sommes restés, nous ne sommes pas des bras valides. Mais ce fait-là a beaucoup marqué l'Afrique. Et donc, le fait même que cette traite négrière a, j'allais dire, séjourné ici,
Ouais. Elle a mis du temps dans nos pays, surtout en Afrique, et cela nous a créé des conséquences négatives en matière de gestion de nos économies. Alors, Monsieur Nozon, avant d'aller plus loin, on va clarifier certaines choses sur les termes. Pays sous-développés, pays en voie de développement, pays moins développés ou bien moins avancés. Est-ce que ce sont des synonymes? Il y a une différence? Ce sont les mêmes pays. D'accord. Voilà, ce sont des pays dont le niveau de développement économique et financier, social et culturel est inférieur à celui d'un pays développé. D'accord. Vous dites qu'un pays développé est un pays dont le niveau de développement économique, justement, et financier inférieur à celui des pays développés. Quelles sont les raisons que vous pouvez avancer? Vous en avez parlé, on met l'accent là-dessus. Oui, et j'avais commencé tout à l'heure. On avait parlé de raisons purement historiques. Oui. Et on avait dit qu'il y avait eu la traite négrière, mais il y a aussi des raisons financières. Et sur le plan financier, et je le disais tantôt, les pays sous-développés ou en voie de développement sont des pays au niveau desquels le capital n'est pas aussi abondant que dans les pays développés. Et lorsque vous mettez sur pied une fonction de production, vous savez que la variation de cette fonction de production d'une période à une autre met l'accent sur le taux de croissance macroéconomique. Et au niveau des pays sous-développés, généralement, cette fonction de production est importante dans le cadre de la croissance macroéconomique. Mais pour ce qui est du partage des fruits de cette production, c'est-à-dire du revenu par habitant, c'est l'un des revenus les plus faibles au monde. En fait, c'est ce qui caractérise nos pays sous-développés. On va dire que les difficultés sont assez énormes, hein, les difficultés rencontrées par ces pays-là, c'est bien ça? Oui, c'est surtout la pauvreté, comme je le disais tantôt. Oui. Et malheureusement, ce sont des pays où, quelquefois, on a du mal à gérer un peu tout ce qui est corruption. Mais je crois que ces dernières années, les gouvernements de ces pays sous-développés ont dû prendre les taureaux par les cornes. Et ces faits sous-jacents du développement ont commencé par être maîtrisés. Mais néanmoins, ils existent encore sous d'autres formes. Par de la corruption, le népotisme et autres, hein, parlant des effets sous-jacents, justement. Oui, tout à fait. Même le tribalisme y est pour quelque chose. Mais je disais tantôt que nos gouvernements, nos hommes politiques et autres ont pris le taureau par les cornes ces dernières années. Donc, c'est des faits qui sont en train de baisser. Il y a une lueur d'espoir. Hein. Oui, il y a un espoir. Il y a un espoir. Et c'est pourquoi on constate ces dernières années que nos pays se développent. Et que ce soit sur le plan économique et financier, ben on sent le développement. Et ce que j'allais dire, c'est que pour amorcer ce développement, il y a certaines procédures qu'il faut nécessairement observer. La toute première, c'est le taux de croissance macroéconomique. Une fois qu'on a eu ce taux de croissance macroéconomique, et on essaie de le convertir en valeur financière. Et une fois converti en valeur financière, ce taux de croissance fera alors l'objet d'un développement. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau, le développement, c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle en économie l'offre. Et ce sont les maisons, et ce sont les ponts, ce sont des infrastructures. Et tout ça, c'est le développement. Lui, on peut le toucher par rapport à la croissance, qui a une valeur purement et simplement empirique. Alors, face aux difficultés que vous avez précitées, justement, il est important d'agir et de trouver des solutions. Lesquelles solutions vous proposez? Et l'objectif est de sortir les pays sous-développés de l'endroit où ils sont actuellement.
Et il y a une procédure à suivre. Oui, Si on veut sortir ces pays sous-développés de l'endroit où ils se trouvent actuellement, qui n'est pas si éloquent que ça. Et en d'autres termes, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces pays sous-développés se développent. Et la toute première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut développer un pays, c'est de mettre l'accent sur le capital humain. Vous voyez un peu les pays asiatiques. Vous voyez la Chine, Singapour, la Corée du Sud. C'est cela qui a été leur cheval de bataille. Le capital humain. Le capital humain. Et je l'ai toujours dit sur ce plateau, il faut développer la matière grise. En fait, la matière grise dont je parle, c'est le capital humain. Et si on la développe, depuis l'école primaire jusqu'au collège et à l'université, et on peut la développer d'une manière tout à fait générale, pour l'éducation générale, on peut la développer aussi dans un cadre purement et simplement technique. Et pour le cadre technique, il y a des effets qui sont tout à fait cohérents. Okay. C'est-à-dire qu'on peut développer le progrès technique et on peut créer et fabriquer des voitures, on peut fabriquer des avions, on peut fabriquer du matériel informatique et autres. En fait, c'est tous ces aspects-là qui favorisent le développement. Donc, l'aspect humain est important. Je dirais même qu'il est primordial en matière de gestion du développement. Est-ce que là, en même temps, rentre en ligne de compte l'IDH? Oui, tout à fait. L'IDH se situe tout à fait à la fin. Voilà, lorsqu'on veut mettre sur pied des procédures de développement, il y a certaines valeurs de l'IDH qui sont prises en compte, notamment le niveau de vie de la population. Voilà. Okay. Et quand on parle du niveau de vie de la population, on parle de certaines valeurs, telles que l'éducation et puis l'espérance de vie dont cette population doit bénéficier à la naissance. Voilà. Et donc ce sont des paramètres qui sont importants en matière de gestion de l'IDH. Vous n'avez qu'à ajouter à ces paramètres dont je viens de parler un seul élément qui est le salaire, c'est-à-dire le revenu par habitant. Et le PIB par habitant. Et donc c'est ça la valeur empirique dont je parlais. Donc cette valeur empirique, plus la gestion des autres valeurs qui mettent l'accent sur tout ce qui est niveau de vie de la population, les deux réunis donnent effectivement l'IDH. Donc on comprend qu'après le capital humain, le PIB également est assez important, donc il faut prendre en compte cet aspect, ou ce paramètre. Oui, tout à fait. Et donc j'étais en train de mettre sur pied, j'étais en train de vous dire les différentes procédures à suivre et, pour sortir un pays de ce développement. Et j'ai donc mis l'accent sur le capital humain qui est primordial pour sortir le pays de ce développement. C'est celui-là qu'on appelle la matière grise. Mais lorsque vous avez mis ce capital humain en place, il faut mettre l'accent sur la variation positive de la production nationale. Okay. Et cette variation, de la production nationale dépend de certains paramètres macroéconomiques. Il s'agit notamment de l'investissement, c'est-à-dire le capital. Il s'agit aussi de la consommation. Qui parle de consommation parle de salaire. Et il s'agit aussi du solde du commerce extérieur. L'objectif, dans le cadre de la gestion de cette fonction de production, c'est de développer une demande globale qui relève de la somme de l'investissement et de la consommation. Et lorsque cette demande globale est mise en exergue, et elle agit, bien entendu, sur le solde du commerce extérieur. Donc ces différents paramètres macroéconomiques vont être l'objet d'une variation, puisque cela va se faire sur des périodes. Et c'est cette variation qui va donner le taux de croissance macroéconomique qui est un élément important en matière de développement économique et financier.
Vous avez mis l'accent sur l'investissement, ce qui veut dire que l'investissement aussi est un élément clé. Hein. Ben, c'est l'investissement qui est l'élément clé. D'accord. Parce que sans investissement, on ne peut pas promouvoir le développement. Il s'agit maintenant de savoir comment est-ce que vous obtenez cet investissement. Ben, on peut l'obtenir dans le cadre d'un emprunt, comme on peut l'obtenir d'une manière inclusive. Si vous avez eu des revenus sur investissement dans le cadre de vos transactions financières avec l'étranger, ou alors dans le cadre de vos transactions financières sur le plan interne, ces revenus sur investissement peuvent vous permettre de développer l'investissement dans le cadre de la gestion de la fonction de production. Et ça, c'est une gestion tout à fait inclusive. Mais il y a une gestion qui relève d'un endettement qui ne peut être qu'un endettement extérieur, ou alors même un endettement intérieur. Mais celui-là relève de nos banques internes. Mais il est mieux de mettre l'accent sur l'endettement extérieur, parce que lui, il a un double avantage. L'endettement extérieur permet, par exemple, de gérer au mieux la balance des paiements extérieurs d'un pays. Il agit sur la deuxième ligne de la balance des paiements. Et dès lors où il agit sur la deuxième ligne de la balance des paiements, c'est qu'il agit aussi sur le solde monétaire, qui logiquement devait être négatif. Et puis en même temps, il a aussi un autre impact, c'est sur le budget de l'État. Voilà. Donc les emprunts agissent effectivement sur la balance des paiements. Ça, c'est sur le plan, j'allais dire, extérieur. Mais ils agissent aussi sur le budget de l'État et ils permettent d'enrichir l'État. Est-ce que la source de l'investissement est importante? Oui, la source de l'investissement est importante. Je le disais que cette source peut être inclusive. C'est-à-dire que ça peut provenir de vos propres fonds. Et comme elle peut être externe, c'est-à-dire provenir d'un autre pays. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de privilégier l'investissement externe. Et j'ai dit tout à l'heure de quoi il était capable, cet investissement externe. Et j'ai dit qu'il vous permettait d'avoir une balance de paiement solide. Et vous savez, lorsque vous avez une balance de paiement solide, c'est que vous avez une économie qui est solide. Parce que la balance de paiement solide met l'accent sur une monnaie solide. Et dès lors où votre monnaie est solide, l'économie en elle-même devient solide. Monsieur Nozon, dites-nous, est-ce qu'après l'investissement, est-ce que les autres paramètres sont aussi importants dans la fonction de production et surtout le taux de croissance? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Et je peux le répéter. Le taux de croissance macroéconomique, voilà, il est important. Vous avez ce qu'on appelle en économie la demande globale. Et cette demande globale, lorsqu'elle est proactive, elle agit nécessairement sur le sol du commerce extérieur. Donc ces différents paramètres macroéconomiques ont un impact, et je l'ai dit tout à l'heure, positif sur le taux de croissance macroéconomique, qui lui aussi a un impact positif sur le développement. Vous avez parlé du taux de croissance, on peut également l'évaluer en valeur financière, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Lorsqu'on veut mettre l'accent sur le développement, le taux de croissance macroéconomique, je peux parler d'un taux de croissance à 2 chiffres. On vous dira que vous avez réalisé un taux de croissance macroéconomique à 2 chiffres. Et par exemple 10%, ou bien 11%, ou 12%. Et ce taux de croissance à 2 chiffres va représenter une certaine partie du PIB. Voilà, on vous dira 10% du PIB. Et 10% du PIB, mais vous n'avez qu'à convertir. Vous n'avez qu'à rechercher les 10% du PIB, multiplier le PIB par 10% et vous aurez la valeur financière. C'est seulement quand vous avez eu cette valeur financière qu'on peut effectivement mettre sur pied des actions de développement économique. On peut construire des ponts, des routes, des hôpitaux, etc., etc. Eh bien, si vous nous prenez en marche, vous suivez Gestion de l'économie mondiale. Monsieur Nozon, on parlait des procédures, on a passé en revue le capital humain, le taux de croissance macroéconomique, le PIB, l'investissement. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, bien sûr. Okay. Pour supprimer le sous-développement, il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut mettre, j'allais dire, le pied. Il y a la pauvreté et les inégalités. Voilà, ce sont des facteurs, par exemple, qui influencent le sous-développement. Et ce sont des facteurs qu'on retrouve au niveau du sous-développement. Il y a aussi la mauvaise gouvernance. Malheureusement, lorsque vous êtes dans une situation qui met l'accent sur le sous-développement, mais vous allez rencontrer malheureusement la mauvaise gouvernance. Mais il y a aussi un autre fait qui caractérise le sous-développement. Il y a par exemple les infrastructures économiques et financières aussi, et comme les infrastructures normales, c'est-à-dire les routes, les hôpitaux et autres. Ce sont des infrastructures qu'on ne retrouve pas toujours dans les pays qui sont sous-développés. Alors, lorsqu'on veut supprimer le sous-développement, c'est de faire en sorte que on développe des infrastructures. Okay. C'est de faire en sorte qu'on mette l'accent sur la bonne gouvernance, qu'on essaie de l'améliorer. Parce que lorsqu'il n'y a pas de bonne gouvernance, il est difficile à un pays d'avancer comme il se doit. Donc, c'est autant les facteurs qui s'avèrent très importants en matière de gestion de nos différents pays. Et lorsqu'on veut surtout faire en sorte qu'un pays sous-développé passe du sous-développement au développement. Le développement, c'est très important qu'on en parle. Dites-nous précisément comment ces pays-là peuvent l'atteindre. Oui, et c'est ce que je viens de dire. Et il faut, on avait d'abord développé des points assez importants au début de notre entretien. Et vous avez rappelé ces points tout à l'heure. On avait mis l'accent sur le capital humain. On avait mis l'accent aussi sur la production nationale, la variation positive de la production nationale. On avait mis l'accent sur le taux de croissance macroéconomique qui relève de cette variation positive de la production nationale. Et on avait mis l'accent aussi sur l'IDH, et qui en fait vient boucler tout ce qu'on vient de dire. Parce que lorsque vous ne mettez pas l'accent sur le PIB par habitant, lorsque vous ne mettez pas l'accent sur le niveau de vie de votre population, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de vous développer. Bien au contraire, vous êtes en train de régresser. C'est pourquoi l'IDH a été mis sur pied par le PNUD dans les années 90. Vous nous avez dit dans le temps, le développement et l'IDH doivent aller dans le même sens. Oui, tout à fait. Sinon, ça ne sert à rien. Tout à fait. Parce qu'en Afrique, dans les pays les moins avancés, c'est ce fait-là qui était assez difficile à comprendre. Il y a une forte présence en matière de taux de croissance macroéconomique. Et puis, on constate de l'autre côté qu'on s'occupe moins de la population. Oui. Voilà, alors que les deux devraient aller de pair. Et lorsque le taux de croissance macroéconomique augmente, cela veut dire que le pays s'enrichit. Et lorsque le pays s'enrichit, logiquement, la population aussi devrait s'enrichir. Mais là, c'est le contraire qu'on percevait au niveau de nos pays. Donc l'inégalité dont vous parlez, justement dans le partage des fruits de la production. Oui. Ça, je crois qu'on avait déjà attaqué ce chapitre. Le partage des fruits qui relève de la variation positive de la production nationale, ça a du taux de croissance macroéconomique. Malheureusement, dans les pays sous-développés, ce qu'on constate très souvent, c'est qu'il y a très peu de personnes qui profitent des fruits de la croissance au détriment de la population qui est un peu plus nombreuse. Mais ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que les politiques ont commencé à prendre leurs responsabilités. C'est vrai que ce sont des choses qu'on rencontre, mais ce n'est plus dans les mêmes proportions qu'avant. Ok.
Alors, on reste dans le cadre de références macroéconomiques. On va mettre l'accent assez pointu là-dessus. Comment peut-on percevoir le développement dans ce cadre-là? Oui, et dans un cadre de référence macroéconomique, on peut effectivement aussi mettre l'accent sur certaines restrictions, celles qui nous amènent à mettre, j'allais dire, de côté le sous-développement. C'est-à-dire, quels sont les points qu'on peut développer dans un cadre de référence macroéconomique pour que le sous-développement recule. Le cadre de référence macroéconomique lui-même dépend de plusieurs agrégats. Et au niveau de ces agrégats, nous avons le secteur extérieur, qu'on appelle aussi le secteur de la balance de paiement. Nous avons le secteur des finances publiques et nous avons le secteur réel. On en a parlé tout à l'heure, là où on met l'accent sur la production nationale. Et puis nous avons le secteur privé. Et il y a aussi un autre secteur non moins important, c'est le secteur monétaire et bancaire. Alors, lorsqu'on veut permettre à un pays de quitter le sous-développement pour aller vers le développement, on doit absolument faire une analyse objective. Je prends le secteur extérieur. Et le secteur extérieur, c'est l'un des secteurs qui met l'accent sur les relations financières avec l'étranger. Et avoir avec soi le secteur extérieur, c'est maîtriser le développement. C'est faire reculer aussi le sous-développement. Mais en quoi faisant? Vous voyez, lorsque vous prenez la partie supérieure de ce secteur extérieur, qui n'est rien d'autre que la balance de paiement, et je l'ai dit ici, il dépend, cette partie supérieure dépend, c'est le haut de cette balance de paiement dépend des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Et lorsque ces secteurs primaires, secondaires et tertiaires sont largement positifs, vous n'avez même pas besoin de la deuxième ligne de la balance de paiement pour avoir un solde monétaire négatif. Mais vous n'allez pas cracher sur la deuxième ligne. Exactement. Si elle est cohérente, c'est-à-dire si les bons obligations du Trésor ont permis à cette deuxième ligne d'être importante, si l'endettement aussi a permis à cette deuxième ligne d'être importante, mais il va de soi que le solde monétaire soit de plus en plus négatif. Or, plus il est négatif, plus vous avez une économie solide. Et j'ai même parlé de la vitesse de circulation de la monnaie. Et il faut faire en sorte que dans les pays si développés, il y ait un respect scrupuleux, permettez-moi le terme, de cette vitesse de circulation de la monnaie. Lorsque vous avez des comptes nationaux, la première des choses que vous devez faire, c'est de faire en sorte que le pays que vous voulez faire sortir du sous-développement respecte effectivement la vitesse de circulation de la monnaie. Et si ce pays ne respecte pas la vitesse de circulation de la monnaie, mais il ne s'en sortira pas du tout. Parce que là où on dit que la vitesse est égale à 3, et lorsque il y a une masse d'argent supplémentaire que vous introduisez dans le cadre de la gestion de cette masse monétaire en circulation qui est régie par une vitesse qui est égale à 3, mais vous allez entraîner un taux d'inflation, on en a parlé ici, assez important. Alors, un pays qu'on veut faire sortir du sous-développement ne doit pas être tributaire du taux d'inflation. Bien au contraire. Ce pays-là doit respecter d'une manière assez cohérente tout ce qui relève de la vitesse de circulation de la monnaie. Et vous savez, la monnaie, c'est l'un des points les plus importants en matière de gestion de la politique économique et financière. Et la monnaie que vous créez,
Et je l'ai dit ici, elle doit être garantie. Elle doit être garantie par des devises étrangères. C'est-à-dire qu'il faut que votre solde monétaire soit absolument négatif pour que votre demande de monnaie puisse être cohérente. Et j'ai toujours comparé d'ailleurs, dans le cadre de mes recherches, on dit MD égale KPIB, c'est-à-dire la demande de monnaie est égale à l'inverse de la vitesse de circulation de la monnaie, multipliée par le PIB, ou tout simplement la demande de monnaie est égale à KPIB. Et ce sont des formules en fait mathématiques. C'est pourquoi on parle des sciences économiques et financières. Justement. Et pour vous situer davantage sur ces formules mathématiques, dans le cadre de mes recherches, j'ai pu comparer la demande de monnaie qui est égale à KPIB à deux vecteurs collinéaires, deux vecteurs UEV. C'est exactement la même chose. On vous dit que deux vecteurs UEV sont collinéaires lorsque le vecteur U est égal au vecteur V multiplié par une valeur K ou lambda. Et le lambda remplace K dans le cadre de ce que j'appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Et U, c'est la demande de monnaie, et V, c'est le PIB. Vous voyez bel et bien que ce sont des formules mathématiques. Donc, il ne faut pas aller en dehors de ces formules mathématiques. Lorsqu'on dit qu'une vitesse de circulation de la monnaie est égale à 3, mais il faut respecter cette vitesse de circulation de la monnaie. N'allez pas à 2. Si vous allez à 2, mais vous allez entraîner votre pays, tout à fait, dans une situation financière très difficile. Et le pays risque même de ne plus retrouver ses marques économiques et financières. Voilà. Donc, ce premier volet qui concerne la balance des paiements doit être perçu d'une manière tout à fait cohérente. On doit respecter tous les termes de cette balance si on veut effectivement permettre à un pays de quitter le sous-développement pour aller vers le développement. Ensuite, on a aussi les finances publiques. Parce qu'il faut fouiner. Il faut voir exactement quelle est la dimension de ce pays qui est sous-développé et qu'on veut développer. Alors, au niveau des finances publiques, quel est le niveau de ces pays-là, de ce pays, du moins, souris de me répéter. Et on essaie de voir les rapports entre les recettes et les dépenses. On veut faire les budget de l'État. Le budget de l'État. C'est ce que j'appelle les finances publiques. Les finances publiques. Et lorsqu'on constate, par exemple, que les dépenses sont beaucoup plus importantes que les recettes, mais je pense qu'il faut chercher à retrouver l'équilibre. Si on estime que l'équilibre qu'on veut retrouver peut porter préjudice à la gestion économique et financière du pays, mais là, alors, il faut s'endetter. Mais il faut s'endetter d'une manière tout à fait cohérente et viable. Et il ne faut pas chercher, à mon sens, à équilibrer les recettes et les dépenses d'une manière inclusive. C'est-à-dire, on a eu des recettes de 10 milliards, on doit effectuer des dépenses de 10 milliards. Il sera très difficile de développer un tel pays. Et vous voyez, je crois que la dernière fois, quand on a essayé de trouver une corrélation entre la dette et le développement, entre la dette et la richesse, et on a constaté que des pays comme les États-Unis sont les plus endettés, avec 38 000 milliards de dettes, mais c'est le plus riche, avec 27 000 milliards aussi au niveau de son PIB. Et lorsque vous prenez des pays comme la France, et même des pays comme la Chine a un taux d'endettement de 88%. Et c'est le deuxième pays, et la deuxième puissance économique et financière du monde. La Chine vient tout juste après les États-Unis. Mais la Chine est beaucoup plus endettée que l'Afrique. Le taux d'endettement de l'Afrique est de 62%. Et l'Afrique, elle est pauvre. C'est-à-dire,
que la corrélation entre la dette, le taux d'endettement et le développement est une corrélation qui est positive. Donc l'Afrique gagnerait, en mon sens, à s'endetter, mais d'une manière tout à fait viable. Alors ça, c'est pour le budget de l'État. Et ensuite, nous avons un autre agrégat macroéconomique, le secteur monétaire et bancaire. Ce secteur monétaire et bancaire a un lien avec la balance des paiements. Vous savez, quand vous observez une balance de paiement, quand vous observez le bas de la balance de paiement, et on parle là-bas des réserves, d'avoir extérieur net. En fait, ce sont ces mêmes réserves qui représentent en réalité la portion d'offres des monnaies qu'on retrouve au niveau du secteur monétaire et bancaire. Okay. Voilà, et au niveau de ce secteur monétaire et bancaire, nous avons les avoirs extérieurs nets auxquels sont adossés le crédit intérieur net. Lorsque vous voulez tirer, c'est le terme qui convient, un pays sous-développé de cette base-là de sous-développement pour le hisser au niveau du développement, mais il faut respecter ce volet. Il faut respecter le secteur monétaire et bancaire. Et il faut respecter ce qui est adossé aux avoirs extérieurs nets qu'on appelle le crédit intérieur net. Et le crédit intérieur net dépend d'un certain taux. Voilà. Et vous devez respecter le taux. Vous devez apprendre à ce pays à respecter le taux. Ce n'est pas parce qu'on vous donne la possibilité d'avoir un crédit intérieur net que vous allez l'augmenter dans toutes ses proportions. Et en faisant cela, vous attirez encore le sous-développement vers vous. Donc si j'avais des comptes nationaux d'un État, c'est un peu comme ça que j'allais procéder. Mais je n'ai pas fini. Il y a le secteur privé. Vous savez qu'il y a des interactions entre les différents secteurs macroéconomiques. Le secteur privé a des interactions avec le secteur public. Et le sort des ressources, par exemple, au niveau du secteur privé, ce que le secteur privé n'a pas pu utiliser, mais c'est bel et bien l'État qui l'utilise par le biais du secteur monétaire et bancaire. Donc, maîtriser les agrégats macroéconomiques, c'est maîtriser la valeur économique et financière d'un pays. C'est maîtriser aussi, j'allais dire, les écritures d'un pays pour lequel vous avez été certainement convié, pour lequel on vous a demandé de mettre l'accent sur le développement. C'est-à-dire faire en sorte que ce pays-là quitte le niveau dans lequel il est actuellement, c'est-à-dire le niveau sous-développé, pour aller dans le niveau, pour aller dans le développement autant pour moi. Voilà. Donc ça aussi c'est une phase. Cette phase-là, qui relève d'un cadre de référence macroéconomique, il faut maîtriser tous les éléments, il faut maîtriser tous les agrégats si réellement vous voulez transformer véritablement un pays. Il faut donc maîtriser la balance des paiements, il faut respecter tous les éléments internes à cette balance des paiements, notamment le haut comme le bas de la balance. Il faut respecter aussi, il y a un secteur qui manque dont on n'a pas parlé, mais on en avait déjà parlé, c'est le secteur réel. Qu'on appelle le PIB. Le PIB. Voilà, qu'on appelle aussi la production nationale. Et on en avait déjà parlé. Et au niveau des points qu'on devrait logiquement développer lorsqu'on souhaiterait qu'un pays quitte le sous-développement pour aller vers le développement. Reste à savoir, hein, comme vous avez dit, ces agrégats doivent être considérés. On ne doit pas léser un agrégat au détriment d'un autre. Hein. Ils doivent être pris au même niveau, considérés au même niveau. Oui, vous savez qu'il y a des interactions entre ces agrégats. Et lorsque vous avez le secteur extérieur, qui est le secteur de la balance des paiements,
dans un cadre de référence macroéconomique. Et il va de soi que tous les agrégats s'interfèrent. Ouais, c'est-à-dire, lorsque, dans le cas du secteur des finances publiques, par exemple, lorsqu'il y a un déficit au niveau des finances publiques, mais on peut aller vers le secteur monétaire et bancaire, comme on peut aller vers le secteur de la balance des paiements. Voilà, pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour équilibrer les finances publiques. Lorsque, ça je l'ai dit déjà, vous voulez aussi avoir un secteur monétaire et bancaire très fort, mais ce sont les mêmes avoirs extérieurs nets que vous retrouvez au niveau du secteur monétaire et bancaire et qui sont au niveau de la balance des paiements, c'est-à-dire le secteur extérieur. Donc il y a des interactions entre les différents secteurs macroéconomiques. Et il faut respecter la loi de ces interactions. Et respecter la loi de ces interactions, c'est, à mon sens, permettre à un pays de retrouver aussi ses allures économiques et financières. C'est permettre à un pays sous-développé d'entrer dans une phase de développement. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a certains pays sous-développés qui tentent quand même de sortir la tête de l'eau pour être sur la voie du développement. Est-ce qu'on peut citer quelques pays, hein, si possible, et puis qu'est-ce qui vous fait dire en fait qu'ils sont en train de quitter de ce sous-développement? Qu'est-ce qui démontre en fait ce chemin qu'ils empruntent sur le développement? Ah, ils sont nombreux. Mais je crois qu'on va mettre l'accent sur l'IDH, l'Indice de développement humain. C'est lui qui suscite le véritable développement. Okay. Vous voyez les îles Seychelles, par exemple. Oui, effectivement. Et ils ont un taux qui est de 0,8. Et il y a même des pays développés aussi qui ont un taux qui est de 0,8. Un pays comme la France, par exemple, en 2024, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'ils ont eu un taux de 0,8. Mais avant ça, l'année qui précédait, leur IDH était de 0,9. Et donc, si on veut mettre l'accent sur le développement économique et financier, on ne peut pas mettre l'IDH de côté. Et on vous a dit que l'IDH comportait deux valeurs. Il y avait une valeur empirique qui était le PIB par habitant, et puis l'autre valeur qui mettait l'accent sur le niveau de vie de la population. De la population. Voilà, donc s'il y a un exemple à prendre, un exemple assez cohérent, un exemple qui est bon, un exemple qui met l'accent sur l'IDH, et c'est bel et bien les îles Seychelles. Nous sommes pratiquement au terme de l'émission. En tant qu'expert, quels sont les conseils pour un monde, on va dire, juste où il n'y a plus de différence marquée entre les pays? Et voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a le sous-développement qui sévit dans beaucoup de pays, ce ne sont pas seulement les pays africains. Tout à l'heure, les pays les moins avancés, on avait dit qu'ils étaient au nombre de 46. 46. Mais ce que je n'avais pas dit, ce sont des pays qui ont, au niveau du PIB, seulement 2% du PIB est mondial. Et ce sont des pays au niveau desquels le commerce international va à un niveau de 1%. Alors que la population de ces pays moins avancés ou sous-développés dépasse près de 800 millions d'habitants à travers le monde. Alors, si réellement on veut que ces pays-là accèdent au développement, et on ne le dira jamais assez, il faut mettre l'accent sur le capital humain. Voilà, le capital humain est important dans le cadre de la gestion même de la politique économique et financière. Si vous ne mettez pas l'accent sur le capital humain, mais quels sont ceux qui vont faire votre développement? Quels sont ceux qui vont mettre l'accent sur le progrès technique? Quels sont ceux qui vont mettre l'accent sur la technique et la technologie? C'est autant d'éléments qui permettent à un pays de connaître le développement. Alors,
lorsque on finit de mettre l'accent sur le capital humain, mais il faut mettre l'accent sur la variation positive de la production nationale. Et cette variation positive dépend des investissements. En économie, on dit que la production est fonction du capital et du travail. En fait, le capital dont on parle, ce sont les investissements. Et si vous ne les avez pas, il faut aller les chercher ailleurs. Et il faut surtout s'endetter. Surtout qu'on dit qu'il y a une corrélation positive entre l'endettement et le développement. Et je ne vois pas pourquoi un pays sous-développé qui voudrait connaître le développement ne va pas mettre l'accent sur l'endettement. Et une fois que vous êtes endetté, l'investissement que vous allez créer aura un impact positif sur le plein emploi, c'est-à-dire la consommation et les salaires. Et ce plein emploi va entraîner une variation positive aussi du sort du commerce extérieur. C'est-à-dire le sort du commerce extérieur, les exportations ou les importations, ce sort-là sera positif. Voilà. Donc, lorsqu'on finit avec la variation positive de la production nationale, on dégage un taux de croissance macroéconomique. Et ce taux de croissance macroéconomique devrait être évalué, sinon réévalué, en valeur financière, pour pouvoir amorcer véritablement le développement. Et le développement, lui, ce sont des dépenses qu'on fait. Si le taux de croissance macroéconomique a une valeur plutôt empirique, le développement, lui, ce sont des valeurs financières. Et ce sont ces valeurs financières-là qu'on prend et on construit des ponts, des hôpitaux, tout ce qui peut conduire au bien-être de la population. En politique économique et en économie, ça c'est une politique qui est axée sur l'offre. Vous voyez un peu. Et puis, je voudrais aussi que ceux qui souhaiteraient réellement sortir du développement essaient de faire une analyse objective à partir d'un cas de référence macroéconomique. Au moins dans ce cas de référence macroéconomique, on a les différents agrégats. On peut analyser point par point, voir les faiblesses ou les forces de cette économie qu'on veut justement faire sortir du sous-développement pour aller vers le développement. C'est seulement à cette occasion, je pense bien, qu'on peut véritablement aider les pays pauvres qui souffrent et qui souhaiteraient sortir de cette souffrance pour se hisser, pourquoi pas, au niveau des pays développés. En tout cas, merci bien, Monsieur Onozo Faustin, de toujours nous éclairer sur les thématiques d'ordre économique. On prend toujours plaisir à vous écouter. Merci. On se dira très bientôt parce qu'on a vraiment hâte d'aborder d'autres sujets si importants avec vous. Merci, madame. Je vous en prie. Alors, point final à ce numéro de gestion de l'économie mondiale. J'espère que vous aviez mieux compris également. Vos lanternes ont été éclairées. Restez connectés et puis on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.